Bonjour, je m'appelle Simon Icard, vous êtes les bienvenus dans Soluble. Aujourd'hui, je m'intéresse à une question que la troisième canicule de l'été rend impossible à esquiver: comment adapter nos bâtiments au changement climatique qui s'intensifie sans se tromper de solution, d'autant que le premier bilan de Santé publique France vient de tomber, plus de 2000 décès supplémentaires lors de la dernière semaine de juin 2026, qui marquait une canicule estivale et une mortalité à domicile qui a quasiment doublé. Et c'est bien dans nos logements que ça se joue. Bonjour Nicolas Naville. Bonjour. Tu travailles au CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. C'est un établissement public qui certifie et évalue la qualité, la sécurité et la performance environnementale des bâtiments et des matériaux en France depuis 1947. Au CSTB, tu pilotes le domaine de la rénovation, fiabilisation de l'acte de construire, et je suis sûr que tu es la bonne personne pour nous aider à y voir plus clair sur l'adaptation de nos logements face notamment aux risques météo qui sont plus fréquents et plus intenses sous l'effet du réchauffement climatique de notre planète. Les conséquences, on les connaît, on les éprouve ici en métropole au moment même du tournage de cet épisode, avec une série de vagues de chaleur estivale qui surchauffent un grand nombre de bâtiments publics ou de logements. Alors on va voir ensemble comment on est armé actuellement pour s'adapter dans l'urgence, mais aussi à plus long terme. L'urgence, c'est le niveau des 40 degrés qui a été franchi sur une large partie du territoire dès le début de l'été. Et le long terme, c'est autour du plan d'adaptation du gouvernement français qui a retenu 2 paliers sur une trajectoire assez claire de hausse des températures. Faire face à des températures annuelles moyennes de plus 2,7 degrés en 2050 et de plus 4 degrés en moyenne annuelle en 2100. C'est la trajectoire qui nous attend, et tout ça en espérant atteindre nos objectifs climatiques pour atténuer le changement climatique. Mais d'abord, tu le sais peut-être, je me montre toujours curieux du parcours de mes invités en début d'épisode. Alors parle-nous un peu de toi, raconte-nous comment tu t'es retrouvé à t'intéresser au sujet de la construction et de son adaptation des logements, de la rénovation, le tout autour de son environnement. Parle-nous un peu de ton parcours. Oui, volontiers. Alors, moi, je suis fonctionnaire, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Donc, je suis passé par l'école polytechnique, l'école des ponts et chaussées, et j'ai commencé à travailler dans l'aménagement urbain, les grandes opérations d'urbanisme, d'abord au ministère, puis ensuite quelques années en tant que chef de projet d'aménagement sur l'opération d'aménagement dans le sud de la France. Et c'est après, voilà, c'est quelques années de parcours que j'ai rejoint le CSTB pour m'orienter plutôt sur le domaine du bâtiment. Et effectivement, depuis quelques années, j'exerce cette responsabilité de directeur sur les questions de rénovation et de fiabilisation de l'acte de construire. Donc derrière ce sujet de rénovation, il y a comment on décline très concrètement les enjeux auxquels est confronté le secteur du bâtiment sur notre parc existant, justement. Comment on l'adapte, comment on réduit son impact environnemental de façon très concrète. C'est-à-dire il faut orchestrer ça concrètement dans les projets et sur notre parc existant. Alors on continue de commencer cet épisode autour des bases pour bien comprendre l'épisode. On va bien sûr parler de solutions dans un instant, mais peux-tu nous décrire en quelques mots le rôle du CSTB, donc Centre scientifique et technique du bâtiment? Alors ce rôle, il est multiple. On a plusieurs activités historiques. Voilà, d'abord auprès des industriels, d'évaluation, certification des produits de construction. Un rôle historique également d'appui au pouvoir public. Donc on aide très concrètement le ministère à faire les réglementations dans le domaine du bâtiment. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur l'élaboration de la réglementation de la RE 2020. Une action aussi de recherche et d'innovation dans le domaine du bâtiment, et qui nous convie aussi à intervenir en appui de l'ensemble des acteurs de la filière, que ça peut être les collectivités, les maîtres d'ouvrage, publics et privés, pour les aider à faire face aux enjeux auxquels ils sont confrontés. Il y a donc de la recherche, des études, mais aussi un travail d'élaboration de normes en quelque sorte. C'est un établissement public, tu le disais, donc sous la tutelle de l'État. Exactement, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, donc 100% État,
mais avec des activités qui peuvent aussi être commerciales auprès d'acteurs de la filière. On va beaucoup parler d'adaptation dans cet épisode. Alors, en quoi ça consiste concrètement, l'adaptation, vue de là où tu agis, donc dans le monde du bâtiment? On parle évidemment de travaux de rénovation, mais aussi de construction importante. Il y a le neuf, l'ancien. Où se situent les curseurs de l'adaptation dans le bâtiment? Bah, exactement, on doit traiter, on va dire, le stock et le flux. Il y a bien sûr faire en sorte que tous les projets neufs soient adaptés. Ça, c'est les réglementations sur le neuf, la RE 2020, etc. Mais on sait que le gros du problème est sur le traitement du parc existant. Hein. On dit tout souvent qu'il constituera la majorité du parc en 2050, c'est des bâtiments qui existent déjà aujourd'hui. Et c'est précisément ce dont je m'occupe, cette rénovation du parc existant. Et si je me focalise là-dessus, voilà, adapter le parc de bâtiments existants face au changement climatique, c'est voilà, l'idée à faire face aux différents aléas et à leur évolution dans le contexte du changement climatique. On va sans doute beaucoup parler des fortes chaleurs, mais il n'y a pas que ça. On peut se référer à la taxonomie européenne qui définit voilà, un certain nombre d'aléas climatiques à prendre en compte. Les fortes chaleurs, on a les inondations, les vents violents, les sécheresses, l'aléa grêle. Hein, on a pu voir des dégâts liés à la grêle. Voilà, on peut citer aussi le risque de retrait-gonflement des argiles, justement, qui est lié aux alternances de sécheresse et de périodes plus humides. Alors, je te propose en effet qu'on parle essentiellement de l'adaptation à la chaleur dans cet épisode. En France, le sujet du bâtiment et du climat émerge régulièrement dans l'actualité, dans des périodes particulièrement aiguës, comme les vagues de froid, avec les dénommées passoires thermiques, et lors des canicules, où un terme s'est imposé, même dans le langage courant, celui des bouilloires thermiques. Dans les deux cas, parle-t-on des mêmes constructions? Pas nécessairement. Il y a forcément un lien, parce que en fait, quand on est sur euh, du parc, typiquement, si je prends l'exemple du parc toute la période de reconstruction des Trente Glorieuses, des bâtiments peu isolés. Effectivement, quand on est peu isolé, ça c'est face au froid comme au chaud. Donc il y a un lien de ce point de vue-là. Mais les déterminants sont pas tout à fait les mêmes, donc on peut avoir quand même des distinctions entre les deux. Typiquement sur ce qui fait une bouilloire thermique, on a plusieurs choses. L'isolation joue, typiquement, notamment l'isolation en toiture, qui est vraiment essentielle. C'est pour ça que on dit souvent que les logements dans les derniers étages souffrent plus, d'autant plus si la toiture est mal isolée. Donc l'isolation en toiture est essentielle. Mais on va aussi avoir beaucoup la question de empêcher le rayonnement solaire de rentrer, donc là, les surfaces vitrées, donc sur des bâtiments avec beaucoup de surfaces vitrées, et a fortiori des surfaces non protégées par des protections solaires. Là, on va être sur de la bouilloire thermique assez rapidement. Donc voilà, isolation en toiture, la protection des surfaces vitrées. Et les autres éléments qui vont faire une bouilloire thermique, ça va être un manque d'inertie thermique. Et voilà, dès que la chaleur rentre, elle réchauffe le bâtiment en journée, si on n'a vraiment aucune inertie. Donc on peut monter très très haut en journée à cause d'un manque d'inertie. Et le dernier facteur, et peut-être le plus important, ça va être la capacité à ventiler et à rafraîchir le logement pendant la nuit. Parce que voilà, faut pas oublier que si on raisonne en mode passif, on va dire sans système de rafraîchissement actif, la seule source de rafraîchissement, c'est bien la fraîcheur nocturne, la ventilation nocturne. Et il faut pouvoir l'exploiter. Donc, quand on est sur un bâtiment qui est typiquement pas traversant, dans lequel on peut pas ouvrir les fenêtres la nuit, pour diverses raisons, ou qui va se situer dans un endroit très minéral, dans un quartier très confronté à l'îlot de chaleur urbain, voilà, on va ne pas avoir cette capacité à rafraîchir le logement la nuit, et là, voilà, on va vite tomber dans la catégorie des bouillards thermiques. Donc c'est tout un ensemble de choses qui sont, on va dire, liées avec une intersection voilà, avec les phénomènes de passoire thermique, mais c'est quand même des choses qui sont distinctes. Et tu as fait donc un mini sommaire des solutions qu'on va évoquer tout à l'heure. Je les ai bien notées. On va y revenir en détail. J'ai noté aussi en préparant cet épisode que le CSTB a développé des outils pour identifier les logements les plus vulnérables
aux surchauffes et même les quartiers touchés par le fameux phénomène d'îlots de chaleur urbain. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qu'on sait pour la métropole de ces phénomènes d'îlots de chaleur urbains? Où sont répartis les bouilloires thermiques? Est-ce que c'est uniforme? Est-ce que c'est comme on s'y attend majoritairement dans les villes? On a développé au CSTB un certain nombre de connaissances parce qu'on pense que par rapport à ces défis auxquels est confronté le parc de bâtiments existants, un de nos enjeux, c'est voilà, de connaître, de savoir quelle est la situation du parc et où il faut agir en priorité. Avoir une sorte de carte d'état-major de nos chantiers si on veut être capable de les piloter dans la durée. Pour ça, on met notamment à disposition depuis 2022 la base de données nationale des bâtiments, qui précisément développe une connaissance du parc à la maille élémentaire de chaque bâtiment, voire de chaque logement pour certaines thématiques. Et on essaie notamment de développer la connaissance sur cette résilience face aux différents aléas climatiques, les fortes chaleurs en particulier, avec un indicateur de surchauffe des bâtiments qu'on a développé. Donc voilà, on l'a défini et puis on essaie de le calculer avec les données dont on dispose au niveau national. C'est nécessairement imparfait, hein, ça remplace jamais la connaissance que chacun peut avoir de son bâtiment, de son logement. Mais ça donne une première indication de là où on a les plus grosses problématiques. Et en effet, ce faisant, on essaie de prendre en compte tous les phénomènes, bien sûr le climat local, les caractéristiques intrinsèques de chaque bâtiment, et cet impact de l'îlot de chaleur urbain, qui a un impact non négligeable sur la chaleur qu'il fera à l'intérieur des bâtiments. Alors, non négligeable, mais il ne faut pas non plus surestimer, c'est-à-dire que la problématique ne se limite pas malheureusement au grand centre urbain. Même sans îlot de chaleur urbain, on peut avoir très chaud, on peut avoir trop chaud dans les bâtiments. On peut être à la campagne et aujourd'hui être une bouilloire thermique, ça existe, bien sûr, parce que malheureusement quand on a des canicules où la température tombe pas en dessous de 20-22 degrés, y compris à la campagne, on va dire, on aura trop chaud dans les bâtiments. Mais cela dit, voilà, l'effet d'ICU est un vrai facteur aggravant et très significatif, parce qu'on parle de différence. C'est surtout, l'effet d'ICU, il va surtout être impactant dans la température nocturne. Ça, la température ne redescend pas suffisamment la nuit, donc ne permet pas de rafraîchir les bâtiments. Et là, on est sur un impact de plusieurs degrés. On parle souvent voilà, de 2, 3, 4 degrés, et ça peut monter dans certaines estimations et mesures jusqu'à 10 degrés, voire plus, dans les situations un peu exceptionnelles. Voilà, d'écart entre la température minimale en ville par rapport à la température minimale à la campagne. Donc c'est très significatif. Ça peut devenir prépondérant dans certains cas, mais ce n'est qu'un facteur aggravant. La situation ne se limite pas au centre urbain. On comprend qu'il y a un maillage précis des données à étudier, évidemment, les matériaux de construction, l'environnement même du bâtiment, et aussi l'ICU dont tu parles, l'îlot de chaleur urbain. Alors les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, plus longues, plus intenses, elles surviennent plus tôt et plus tard à la date de cet épisode. Météo France en a dénombré 53 depuis 1947, plus de la moitié ont eu lieu depuis 2010. Et la 53e vague de chaleur, c'est celle qui a débuté le 6 juillet dernier. En préparant notre conversation, je me suis dit qu'on a longtemps pensé le bâtiment en métropole uniquement pour l'hiver. On a beaucoup pensé chauffage, isolation et peut-être peu pour l'été. J'ai besoin d'y voir plus clair, de savoir ce qu'il en est concrètement. Tu parlais de la RE 2020, la réglementation énergétique et environnementale. Elle a introduit des critères de confort d'été. Elle est pourtant un peu décriée en ce moment dans la presse. Est-ce un vrai constat ou un raccourci? Est-on passé un petit peu à côté de l'enjeu de la surchauffe des bâtiments dans notre réglementation? Alors, je dirais pas qu'on est passé à côté. La RE 2020, c'est un grand pas en avant sur cette question de l'adaptation aux fortes chaleurs pour les bâtiments neufs. Elle concerne que les bâtiments neufs, hein, déjà, il faut bien le noter. Qu'est-ce qu'elle dit, cette RE 2020? Elle dit que voilà, on définit un indicateur, effectivement, de résilience des bâtiments aux fortes chaleurs, qui s'appelle le degré heure, avec des seuils qu'il faut atteindre, enfin des plafonds qu'il faut atteindre. Et cet indicateur, il est basé sur la prise en compte de la canicule de 2003. C'est ça aujourd'hui qui est un peu débattu. C'est en gros, on soumet en gros les bâtiments qui vont être construits, les logements qui vont être construits à cette canicule de 2003, et on regarde en fait ce qui se passe en termes de confort dans le bâtiment, combien d'heures on passe dans le bâtiment à dépasser certains seuils de température.
pour juger si le bâtiment voilà, sera confortable ou pas. Et on dit, voilà, au-delà d'un certain seuil, qui est en l'occurrence de 1250 degrés heure, on considère que le bâtiment n'est pas réglementaire, ne peut pas être construit. En dessous de ce seuil, voilà, on a une valeur minimale qui est à 350 degrés heure. Si on est en dessous de 350, on considère que le bâtiment sera très confortable. Si on est entre les deux, on dit ça passe, mais il est probable que le bâtiment ait besoin d'être rafraîchi de manière active à un moment donné, donc on prend en compte des consommations réglementaires à ce titre-là. Canicule de 2003, est-ce que c'est bien ou pas? On peut se dire, bah, c'est pas un climat futur, c'est le climat de 2003, donc ça nous dit rien sur notre adaptation au climat de 2050, de 2100. Donc oui, certes. Alors pourquoi on l'a fait comme ça? Parce que effectivement, c'est pas si facile en fait de choisir des climats futurs, des canicules, des événements extrêmes en climat futur qui soient vraiment représentatifs de ce à quoi on va être confronté. Si on a pris la canicule de 2003, c'est par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. On sait que c'est un événement extrême et tellement extrême qu'on sait que même en 2050, ça reste un événement significatif, qui bien sûr sera loin d'être un événement très extrême à cette époque-là, mais il reste significatif, représentatif, voilà, de ce qui peut se passer en 2050. Donc en réalité, c'est déjà très très bien de aujourd'hui se baser sur la canicule de 2003. Ce qui est en débat aujourd'hui, c'est voilà, bien sûr, comme ce type d'événement va devenir de plus en plus fréquent, si on veut rester confortable la plupart du temps, en dehors des événements vraiment très extrêmes, bah, il va falloir aller encore plus loin. Donc c'est un peu ce qui est en débat, prendre des événements plus représentatifs d'événements extrêmes en 2050 ou encore plus tard, et puis, histoire pour le faire de manière la plus objective, scientifique possible, essayer aussi d'appuyer ça sur enfin, des points de vue, des analyses du monde de la santé, en fait, des seuils sanitaires. À partir de quand on a vraiment un impact sur la santé, de quelle nature, voilà, à quel niveau. Donc il y a des réflexions aussi par l'ANSES en ce moment, pour essayer de définir des valeurs seuils liées à cette connaissance de l'impact sur la santé des occupants. Oui, parce que sauf erreur de ma part, on considère que c'est inconfortable lorsque la température dépasse les 28 degrés le jour, les 26 degrés la nuit, pendant une certaine période dans son logement neuf, c'est ça? Exactement. Et ces seuils, bah, ils sont basés bien sûr sur des références scientifiques, etc. Mais ils sont entre guillemets un petit peu empiriques. Il y a encore de quoi améliorer les choses pour vraiment se baser sur ce concept de l'impact sur la santé. Mais tu le disais, le parc immobilier actuel est majoritairement celui qui sera debout et habité en 2050, en 2100, lorsque ces événements de chaleur se multiplieront et seront plus durables que actuellement où ils sont encore épisodiques. Le parc immobilier et sa composition, je veux dire, sait-on quels sont les principaux matériaux de construction en France utilisés actuellement pour l'existant? Ça dépend des régions. Est-ce qu'ils pénalisent les Français face au phénomène de vague de chaleur? Ou c'est une question trop générique pour l'aborder comme ça, Disons, peut-être? avant de répondre à cette question, je dirais déjà, est-ce que le parc existant est adapté? Ça, on a fait l'exercice à partir de la BDNB dont je parlais tout à l'heure, de notre indicateur de surchauffe des bâtiments. Si on regarde le parc existant, on voit que grosso modo, la moitié des bâtiments du parc, en ordre de grandeur, ne seraient pas aujourd'hui enfin, conformes à la réglementation 2020. C'est-à-dire on n'aurait pas le droit de les construire comme ça. J'en ai à peu près une grosse moitié du parc qui n'est pas adapté au titre de la RE 2020. Donc globalement, on sait de manière à peu près certaine qu'on a un parc qui est effectivement pas adapté aujourd'hui. La question de quels sont les matériaux utilisés aujourd'hui dans la construction et dans les projets, est-ce que ce sera adapté ou pas? On peut pas dire que, enfin, faire un lien direct avec les matériaux. Aujourd'hui, on est sur des bâtiments qui sont construits, qui respectent la RE20 et qui ont nécessairement un bon niveau d'isolation, qui ont aussi également un bon niveau de protection solaire, parce que voilà, la RE20 tient compte de ces facteurs-là. Donc, si on veut être dans les clous de la RE20, il faut nécessairement avoir voilà, de l'isolation, de la protection solaire, et ça, quels que soient les matériaux qui sont retenus. L'isolation, le fait que les bâtiments soient bien isolés, ça va plutôt dans le bon sens. Clairement, c'est favorable. Alors, on entend les gens qui disent oui, ça peut être contre-productif en période de forte chaleur. Si on est très isolé, on peut ne pas réussir à évacuer la chaleur. C'est vrai. Mais en fait, si on combine une bonne isolation avec la protection solaire, la capacité à ventiler la nuit, bah, globalement, là, c'est beaucoup plus favorable et l'isolation va plutôt être un levier. Donc de ce point de vue-là, les bâtiments neufs sont favorables.
Et a fortiori, si on raisonne avec des solutions actives qui seront nécessaires dans un certain nombre de cas, et ben là, évidemment que le fait d'être bien isolé, c'est favorable parce qu'en fait, c'est exactement comme en hiver. Mettre une solution active dans un logement qui est pas isolé, c'est comme rouler avec un réservoir percé. Ça, en hiver comme en été. C'est-à-dire que si on est dans un bâtiment très bien isolé et qu'on met la clim, on consommera beaucoup moins que si on est dans un bâtiment pas isolé du tout. Je parlais avec des questions de novices. J'avais en tête, par exemple, pour l'ancien, les toits en zinc à Paris. Pour le neuf, de larges baies vitrées quand même, très régulièrement, qu'on constate, ou même des immeubles de bureaux toujours vitrés. Si ça rentre dans le cadre de la RE 2020, c'est que c'est donc compensé par ailleurs. C'est un peu ce que tu nous dis. C'est pas tant le matériau en lui-même que le projet global qui doit atteindre un certain niveau. Exactement. Alors, il faut aussi faire preuve de bon sens et on va progressivement s'adapter. Si on prend l'exemple des grandes surfaces vitrées, effectivement, par rapport à la question des fortes chaleurs, tant qu'elles sont bien protégées et complètement protégées, on va dire, de rayonnement solaire, c'est pas nécessairement incompatible. Elles sont un peu moins bien isolées que des parois opaques, mais voilà, c'est pas nécessairement incompatible. Mais encore faut-il qu'elles soient effectivement intégralement protégées. Et typiquement, si demain on utilise la clim dans ces bâtiments, il faudra pas que les gens se disent, bah dès maintenant on a la clim, donc on arrête de fermer les occultations solaires. Donc c'est tout un ensemble de choses et il va falloir aussi veiller à l'adaptation des comportements. Si je prends la question des matériaux comme le zinc, qui peuvent beaucoup chauffer effectivement au soleil, là aussi, c'est des choses qui vont pas être rédhibitoires du point de vue de la RE20, notamment parce que si on est bien isolé, ça aura peu d'impact à l'intérieur du bâtiment. Pour autant, on peut avoir un impact significatif sur les lots de chaleur urbain, effectivement à l'échelle de la ville et même à l'échelle très locale. Je vous donne un exemple, si on a une paroi en zinc qui donne sur une rue, le passant qui passe à côté, il sentira ce rayonnement lié à la paroi qui chauffe. Donc là aussi, il faudra faire preuve de bon sens. C'est pas la RE20 qui règle ça. La RE20 ne dit rien là-dessus, sur le passant qui passe dans la rue à côté du bâtiment. Mais voilà, il faudra qu'on s'adapte, qu'on choisisse des matériaux qui réduisent ces effets-là. Pareil, quand on a des loggias ou des balcons qui sont partiellement occultés, aujourd'hui on peut en voir sur des projets neufs ou qui sont occultés avec de l'aluminium ou du zinc, et les gens se retrouvent sur leur balcon, il fait très chaud derrière l'occultation en zinc ou en alu. Ça, c'est des choses qui sont pas réglées, voilà, par la RE 2020 et qu'il va falloir qu'on adapte. On n'est pas forcément sur des choses majeures, pas sur des choses très difficiles à changer non plus. Je pense qu'il y a encore de la place pour ces matériaux-là dans les projets, mais en effet, quand on est très exposé au rayonnement solaire, il faut autant que possible choisir des matériaux qui vont pas l'absorber intégralement. Allez, on en vient aux solutions. Alors, tu en as listé déjà quelques-unes. Tu as parlé de solutions actives. Je te propose qu'on l'évacue d'abord de cette conversation, puisqu'elle est dans l'esprit de beaucoup de Français. Je parle de la climatisation. Un constat d'abord, le taux d'équipement des ménages français en climatisation a fortement augmenté. Il a même bondi d'un tiers en 2 ans, passant de 18% en 2023 à 24% en 2025. On imagine qu'il y a une forte demande actuellement en 2026. C'est des chiffres de l'ADEME. Comment lire cette tendance? Est-on sur une solution d'urgence ou sur un mouvement de long terme dicté par la nécessité, selon toi? Je pense voilà, il faut vraiment pas avoir d'a priori et de dogmatisme sur ces questions. C'est-à-dire, moi, je pars plutôt d'une vision très neutre de se dire, voilà, a priori, il n'y a pas moins de raison, on va dire, de se rafraîchir que de chauffer en hiver. Si ça devient un besoin aujourd'hui sanitaire, il faut pas l'exclure a priori. Donc je dirais qu'on est quand même sur une tendance de long terme, avec l'augmentation des événements extrêmes. On va avoir besoin à moyen long terme de plus en plus de rafraîchissement actif. Malheureusement. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que, évidemment, ce besoin, il se traduit par, la réponse à ce besoin, ça se traduit par un impact environnemental qu'il va falloir impérativement qu'on maîtrise. Parce qu'on sait qu'on a cet enjeu. Enfin, c'est globalement, ça va être un impact supplémentaire, là où au contraire, on a besoin de réduire très très fortement notre impact pour atteindre la neutralité carbone et globalement éviter l'ingérable en termes de réchauffement climatique. Donc là, il va falloir faire du en même temps, c'est-à-dire qu'à la fois, oui, on aura besoin de se rafraîchir et d'avoir de la climatisation dans une part de plus en plus importante des bâtiments. Pas tous, mais une part de plus en plus importante. Et oui, il va falloir en maîtriser l'impact, sinon ça va devenir ingérable. C'est aussi une solution d'urgence et il y a aussi un risque de maladaptation, c'est-à-dire que il faut le faire dans certains bâtiments, mais il faut impérativement le faire de manière intelligente. C'est ça que je rajouterais, c'est-à-dire que de la même manière que ça n'a pas de sens de chauffer des passoires thermiques qui sont très peu isolées,
Ça n'a pas sens de climatiser des bâtiments dans lesquels on laisse rentrer le soleil ou dans lesquels on n'a aucune capacité à bénéficier de la ventilation nocturne. Est-ce que tu peux nous expliquer un point? Alors, je me pose cette question, je pense que beaucoup de gens se posent la même question. C'est un peu contre-intuitif. On nous a beaucoup parlé d'isolation. On sait que c'est important, notamment en hiver, évidemment, pour pas avoir un besoin en chauffage, une dépense en énergie, et donc au final, d'émissions de CO2, hein, c'est les principaux moteurs, hein, de l'isolation, au-delà du confort. Pourquoi l'isolation qu'on a en tête pour l'hiver ne suffit-elle pas pour l'été? Ou pas toujours en tout cas. Alors oui, ben, parce que tout simplement, en hiver, le principal phénomène qui fait que le froid rentre dans le bâtiment ou que la chaleur sort du bâtiment, euh, ça va être voilà, le passage par conduction à travers les parois, à travers les surfaces vitrées, donc par l'isolation. En été, on a un peu ce phénomène-là, mais en fait, il devient presque secondaire par rapport au flux de chaleur par rayonnement, c'est-à-dire le rayonnement solaire qui rentre à l'intérieur du bâtiment par les surfaces vitrées. Avoir des surfaces vitrées non protégées, c'est comme avoir, voilà, si on a une grande baie vitrée, ça va être équivalent à trois radiateurs électriques de 1000 watts qui tournent à plein régime toute la journée. Évidemment, ça devient prépondérant par rapport à la chaleur qui peut rentrer par les parois opaques ou par conduction au travers des parois vitrées. Donc c'est vraiment ce rayonnement qui devient un phénomène prépondérant. Et l'autre phénomène aussi, qu'on a moins en hiver, c'est que en été, on a même s'il fait très très chaud la journée, on a toujours ce rafraîchissement nocturne relatif, sur lequel aujourd'hui, en tout cas, on peut encore beaucoup compter. C'est-à-dire souvent la température redescend la nuit, autour de 20 degrés, souvent moins, parfois malheureusement un peu plus. Et on peut s'appuyer, faire levier sur ce phénomène naturel pour rafraîchir naturellement les logements la nuit en les ouvrant, tout simplement. Chose que en hiver, en fait, c'est pareil, ce phénomène-là, on l'a moins parce qu'en hiver, quand on va se chauffer à 19 degrés et que la température ne monte pas au-delà des 10 degrés à l'extérieur en pleine journée, on va pas ouvrir grand les fenêtres en pleine journée pour se chauffer. Mais voilà, on aurait ce phénomène en hiver s'il faisait 30 degrés la journée et moins 12 degrés la nuit. Simplement, on l'a pas. Donc en été, on a ça. On a voilà l'importance prépondérante voilà, de se protéger du rayonnement solaire et de pouvoir jouer sur bénéficier du rafraîchissement nocturne en ventilant la nuit. Donc c'est des phénomènes un peu différents qui n'ont pas leur symétrique, je dirais, en hiver. Le rayonnement, se protéger hein, de tout cet apport d'énergie et de chaleur qui vient de l'extérieur, surtout donc évidemment en période estivale avec des journées longues. Le Marseillais que je suis est régulièrement frappé de voir si peu de volets sur les façades. Dans les régions plus au nord, en France métropolitaine, près de 40% des logements n'ont pas de protection solaire suffisante, selon une étude Pouget Consultant Ignes, une étude parue en 2024. Et pourtant, c'est un objet qui peut paraître banal, qui fait des petits miracles. Le volet, selon le groupement Actibé de la Fédération française du bâtiment, un volet roulant fermé fait baisser la température intérieure de 5 degrés l'été. Et on parlait de l'hiver tout à l'heure, c'est des économies de chauffage de 6 à 37% selon la fenêtre, pour être précis. Les volets, c'est quasiment gratuit comparé à une clim. Pourquoi ce geste reste-t-il aussi sous-utilisé en France? Bah, je confirme, en effet, par rapport à la forte chaleur, comme j'ai dit précédemment, premier point, c'est se protéger à tout prix et systématiquement de l'entrée du rayonnement solaire par les ouvertures, par les baies vitrées. Donc ça va venir absolument incontournable. Il faut le faire systématiquement sauf quand c'est ouais, strictement impossible pour diverses raisons, mais il faut qu'on tende vers voilà, zéro entrée de rayonnement solaire direct par les baies vitrées. Alors, tout en laissant passer la lumière diffuse pour avoir de l'éclairage naturel, parce qu'on continue à avoir besoin de lumière dans les bâtiments, si on pense notamment, enfin, tous les bâtiments, mais les bâtiments tertiaires, bâtiments d'enseignement, voilà, on a besoin quand même d'éclairage. Donc laisser rentrer la lumière diffuse sans laisser rentrer le rayonnement solaire direct, effectivement, pour pas chauffer. Et oui, pour moi, il faut tendre vers 100% de protection contre le rayonnement solaire direct. Euh, Par toute forme de protection, ça peut être des volets, ça peut être des brises solaires orientables, ça peut être dans certains cas, quand on a besoin voilà, des films réfléchissants ou des choses comme ça, mais protéger à tout prix les baies.
Protéger ces fenêtres. Alors, une image symbole hein, de ces canicules, c'est la couverture de survie sur un plan technique. Est-ce que tu penses que c'est utile pour les personnes qui sont privées de volets actuellement, là, sous une solution d'urgence? Est-ce que ça fait techniquement office de barrage de cette énergie dont on parlait? Alors oui, tout à fait, ça fonctionne, c'est-à-dire ça empêche le rayonnement solaire de pénétrer, de rentrer, donc de ce point de vue-là, oui, ça marche et ça va avoir un impact très significatif. Bien sûr, c'est pas très satisfaisant, que ce soit esthétiquement, fonctionnellement, et alors je sais pas dire à quel point c'est efficace quantitativement. Je pense qu'il y a déjà une très bonne efficacité. Maintenant, on peut clairement faire mieux en mettant des solutions plus pérennes. On poursuit hein, dans ce que je vais appeler les petits gestes. Donc, lorsqu'on a des volets, bien les fermer le jour. Et tu le disais, c'est très important, mais j'ai envie de savoir à quel point aérer la nuit est essentiel pour maîtriser la température de son logement. Alors, on le sait tous, hein, intuitivement, aérer la nuit, fermer le jour. Mais c'est un phénomène de ventilation qu'il faut absolument diffuser en termes de connaissances parce que explique-nous ce qui se passe lorsqu'on est. Alors, il y a des cas de figure très précis que j'ai en tête. Lorsqu'on est dans un appartement en ville avec du bruit, peut-être que certaines personnes ont du mal à aérer, avoir un appartement traversant ou pas. Voilà. Comment on joue, comment on jauge la ventilation nocturne de son habitation en période de forte chaleur? Alors c'est une question centrale en effet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a, pour réussir à rafraîchir un logement de manière passive, il faut vraiment combiner deux choses. D'un côté, la performance de l'enveloppe. Voilà, on l'a dit, empêcher le soleil de rentrer, une bonne isolation notamment de la toiture, l'inertie. Ça, c'est nécessaire, mais ce sera jamais suffisant. C'est-à-dire que si on a un bâtiment qui est vraiment optimal d'un point de vue de tout ça, bah, avec des canicules suffisamment importantes, suffisamment longues, on n'arrivera jamais à garder de la fraîcheur parce qu'en fait, au bout d'un certain temps, la chaleur finit toujours par rentrer. Et donc, il faut combiner ça avec une capacité à évacuer la chaleur qui est dans le bâtiment. Et si on raisonne donc, de façon passive, sans système actif de climatisation, il n'y a pas, comme disait un collègue récemment, un de mes collègues, il n'y a pas 36 manières d'évacuer la chaleur, de rafraîchir un logement de manière passive. En fait, il y en a une seule. C'est effectivement, enfin, si on raisonne vraiment de manière passive, c'est la ventilation nocturne. C'est faire sortir cette chaleur la nuit quand il fait un peu plus frais à l'extérieur. Donc voilà, sans ventilation nocturne, notre bâtiment, même très bien isolé, même très bien protégé du soleil, il finira toujours par chauffer au bout de quelques jours, il fera trop chaud. Aussi parce qu'on a des apports internes, tout simplement, le corps humain, la cuisson, etc. Donc même si le rayonnement solaire rentre pas, la chaleur, on en produit aussi à l'intérieur du bâtiment. Donc il faut à tout prix pouvoir l'évacuer, c'est essentiel. Et je dirais, voilà, si on n'a aucune capacité à évacuer naturellement la chaleur, il faudra forcément qu'on ait des systèmes de rafraîchissement actifs. Il faut une source de rafraîchissement, qu'elle soit naturelle ou active. Voilà, si je fais le parallèle avec l'hiver, même dans un bâtiment très bien isolé, euh, il faut une source de chaleur, donc soit un système de chauffage, soit le rayonnement solaire. Donc aujourd'hui, on a des bâtiments tellement bien conçus qu'ils peuvent se priver de système, se passer de système de chauffage, mais dans ce cas, ils se chauffent grâce au soleil. Là, c'est un peu pareil en été. Il faut soit un système de ventilation, de rafraîchissement actif, soit idéalement un système naturel. Et en l'occurrence, ça c'est pas le soleil, c'est la ventilation nocturne. Donc oui, c'est essentiel. Et cette capacité à faire de la ventilation nocturne, alors c'est pendant les heures les plus froides, donc malheureusement c'est souvent à partir plutôt de la deuxième partie de nuit, quand il fait moins chaud à l'extérieur que dans le bâtiment. Donc ça peut commencer en début de soirée, en fin de soirée ou des fois en milieu de nuit quand on est vraiment en canicule. Donc c'est surtout à ce moment-là, les heures les plus favorables, ça va être entre 2 heures et 7 heures du matin, on va dire entre 2 heures et 8 heures du matin, c'est les heures les plus fraîches. C'est là où vraiment le bâtiment, enfin, on bénéficie de cette fraîcheur extérieure. Il faut être capable, idéalement, d'ouvrir à ces heures-là. C'est beaucoup plus efficace si effectivement on a un flux d'air qui se met en place, donc avec un logement traversant ou avec, enfin, au moins bi-orienté quand il y a du vent à l'extérieur. Ça va être beaucoup plus efficace, donc c'est moins efficace quand on est sur du logement mono-orienté, malheureusement. Donc organiser ce flux en ayant de la traversance, on a aussi du tirage naturel quand on est sur des bâtiments de plusieurs étages, quand on ouvre, voilà, l'air chaud va avoir tendance à monter, donc on peut aussi jouer là-dessus. Euh, voilà. Et malheureusement, en ville, on le disait tout à l'heure, on reboucle, à cause de l'îlot chaleureux urbain, la température tombe moins la nuit. Donc en ville, on va un peu moins pouvoir compter sur ce phénomène-là.
pour cette raison, et aussi du fait des nuisances, notamment les nuisances sonores. Puis après, on a les autres facteurs, les autres nuisances, ça peut être les moustiques, ça peut être aussi les risques d'intrusion, ça qui existe partout, hein, pas que en ville, et qui malheureusement aussi dissuade un certain nombre de personnes d'ouvrir leurs fenêtres la nuit. Oui, donc avoir un thermomètre chez soi et peut-être regarder la météo sur les températures nocturnes et dans les périodes où les nuits sont dites tropicales, bah, regarder à partir de quel moment la température extérieure devient donc plus basse que sa température intérieure. On retient l'astuce. Alors on parlait des logements. Alors souvent les logements sont collectifs, les immeubles, je veux dire. Je me demande si il n'y a pas là aussi des leviers d'action peut-être un peu invisibles, notamment les parties communes. Est-ce que les parties communes peuvent jouer un rôle dans la ventilation d'un immeuble? Est-ce qu'elles le jouent déjà? Est-ce que c'est prévu? Ou est-ce qu'il va falloir, un peu à la manière de certains immeubles méditerranéens, se mettre à s'appuyer sur cette ventilation là aussi naturelle, non pas à l'échelle de son appartement, mais de son immeuble collectif? Alors oui, il y a un enjeu de conception, de gestion de ces parties communes. Typiquement, organiser une traversance pour la ventilation entre voilà, les deux phases d'un logement qui peuvent être sur rue et sur cour, ça va être intéressant. En Espagne, par exemple, ils utilisent beaucoup des systèmes de ventilation complètement naturels, où aussi on ouvre des colonnes de ventilation qui circulent à l'intérieur, qui circulent naturellement à l'intérieur de l'immeuble via du tirage thermique et qui vont aider à ventiler. Donc ça peut jouer effectivement. Euh, donc voilà, je dirais surtout pour aider via notamment les cours intérieurs à organiser ces flux d'air et à l'inverse à pas aggraver la situation. Et là, on peut penser à la question voilà, du rejet des climatisations dans les cours intérieurs qui peut poser un vrai problème. En fait, si en effet beaucoup de logements se mettent à rejeter de la chaleur dans la cour intérieure, ça va pénaliser les autres logements. Une autre solution dont on parle beaucoup, je voudrais savoir, selon toi, s'il y a des évaluations qui ont été faites, si c'est gadget ou pas, une solution qui consisterait à peindre les toits en blanc. L'effet a l'air réel au niveau de la chaleur urbaine, mais le bilan énergétique annuel, lui, n'est pas toujours positif parce que ce qu'on gagne l'été peut se payer en chauffage l'hiver. Est-ce qu'on a une vision claire de l'intérêt éventuel de peindre son toit en blanc? Est-ce que c'est un exemple de compromis à faire entre atténuation donc de, et adaptation, atténuation, c'est-à-dire éviter de dépenser trop de chauffage, pour faire simple, et adaptation, éviter de mourir de chaud ou d'utiliser trop de clim. Alors là, en fait, il faut regarder tous les phénomènes. Finalement, ce qui va être prépondérant sur cette question des surfaces réfléchissantes, ce qu'on appelle l'albédo, ça va surtout être l'impact sur le microclimat urbain, c'est-à-dire cet îlot de chaleur urbain, à l'échelle de la ville, à l'échelle du quartier, et aussi à l'échelle très locale, comme je disais, de vraiment l'atmosphère directement autour du bâtiment. C'est prépondérant par rapport à ce qui va se passer dans les bâtiments, en tout cas si on raisonne dans, on va dire, une vision future où tous les bâtiments sont très bien isolés. En tout cas, c'est le cas en tout cas des bâtiments neufs. Quand on est sur un bâtiment très bien isolé, le fait d'avoir une toiture blanche ou une toiture en zinc, ça va pas être si impactant pour la température à l'intérieur du bâtiment, parce que l'isolation va écraser un petit peu l'effet. En revanche, et oui, il va y avoir un effet plus fort en été qu'en hiver en réalité, du fait du poids justement de l'aspect rayonnement. C'est à l'échelle de la ville et du quartier, il y a en effet un impact qui est significatif. Si on est capable de mieux réfléchir tout le rayonnement solaire vers le ciel, plutôt que de l'absorber et emmagasiner cette chaleur dans les surfaces minérales. Et là, c'est significatif parce qu'on parle quand même, voilà, l'impact du rayonnement solaire en termes d'énergie en été sur le bilan thermique de la ville, c'est à peu près, en ordre de grandeur, 1000 watts par mètre carré. Euh, donc on conçoit bien qu'à l'échelle de toute une ville, c'est énorme en fait. Si on est capable de renvoyer une part significative de ce rayonnement vers le ciel plutôt que de l'absorber, l'impact il est loin d'être négligeable. Et comme cette chaleur, elle est beaucoup stockée dans les matériaux qui constituent la ville, notamment les surfaces minérales, bah oui, c'est une chaleur qu'on va garder, qu'on va ensuite ressentir pendant la nuit, qui va empêcher la ville de se refroidir, etc. Donc je dirais que c'est pas négligeable. Ceci étant dit, voilà, après, il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce que c'est rentable de le faire sur des bâtiments déjà existants? Est-ce que ça vaut le coup d'aller le faire? Là, voilà, la question, ça se regarde au cas par cas.
Ça, ça peut être, enfin, il faut regarder le coût, il faut regarder l'impact que ça a, il faut regarder aussi la pérennité dans le temps, parce que si les surfaces elles sont blanches mais qu'après elles se salissent, etc. Donc il faut regarder tout ça, mais de manière générale, je parlais de bon sens tout à l'heure, c'est au moment où effectivement on doit mettre un nouveau matériau, autant intégrer ça et mettre plutôt un matériau qui va réfléchir le rayonnement solaire vers le ciel, plutôt qu'un matériau qui va absorber toute la chaleur. Voilà, je raisonnerais plutôt comme ça. Après, est-ce qu'il faut le faire systématiquement? Là, je serais plus nuancé. Oui, on comprend un phénomène physique, mais aussi des questions plus administratives à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, hein, des décisions plus collectives ou même en copropriété. Au niveau collectif aussi, je me demande si les réglementations locales en France sont compatibles avec le climat qui se dessine. Alors, je ne vais pas te demander de prendre position, mais les travaux se heurtent souvent quand même à des règles d'urbanisme. Et je pense aussi à la protection du patrimoine, qui est aussi important. Il faut concilier plusieurs enjeux. Je reviens sur la question des volets extérieurs, sur la question de végétaliser peut-être une façade, repeindre un toit, on en a parlé. Est-ce que c'est un faux problème ou un véritable frein qui est observé les réglementations locales? Alors, il y a encore un vrai problème par rapport à ça, je pense, dont les pouvoirs publics sont bien conscients maintenant depuis plusieurs années. Donc, il y a des travaux qui sont en cours. C'est pas toujours aussi rapide qu'on voudrait, parce que effectivement, il faut, comme on dit, pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut pas non plus, voilà, relâcher toutes les règles. On parle souvent des architectes des bâtiments de France en contexte, voilà, de zones protégées, de monuments historiques, etc. euh, voilà, qui vont des fois s'opposer à des protections solaires, à des volets. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a de plus en plus de prise en considération de ces phénomènes-là et des travaux qui sont en cours, des discussions pour essayer voilà, de trouver des solutions, des bons compromis qui permettent de voilà, préserver le caractère patrimonial tout en assurant ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire tendre vers 100%, on va dire, de protection solaire sur les surfaces vitrées ou ce genre de choses. Donc le processus est en cours, je dirais, mais on n'est pas encore tout à fait au bout, clairement. Merci. Il y a un mot qu'on entend peu dans le grand public, et dans le débat public, mais qui est central chez vous, les spécialistes, c'est l'inertie des bâtiments. Est-ce que tu peux nous expliquer, si je comprends bien, les vieilles bâtisses en pierre restent fraîches, on en fait l'expérience, ou les cathédrales, les églises, elles restent fraîches. L'été, les constructions récentes sont légères, très isolées, parfois en bois. Elles peuvent chauffer vite. Alors corrige-moi évidemment si je dis des bêtises. Est-ce Mhm. que là, on ne tient pas ce dilemme dont on parle quand même un petit peu depuis le début de l'épisode, entre des matériaux qui ont un meilleur rendement pour économiser de l'énergie et du carbone, et qui sont peut-être parfois moins bons pour le confort en été? Euh, où on en est sur ça? Est-ce qu'on est encore sur des constructions qui utilisent des systèmes et des matériaux dont la priorité est d'économiser des émissions de CO2 au détriment peut-être du confort thermique? Alors, en effet, l'inertie, elle est importante. Elle a un impact. Elle n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'il faut quand même effectivement protéger les surfaces vitrées, avoir de l'isolation. Mais cette inertie, elle est importante. Le phénomène, c'est vraiment que voilà, euh, si mettons, on laisse la chaleur rentrer dans un bâtiment, si on a beaucoup d'inertie, ça va vraiment lisser le phénomène. C'est-à-dire qu'il faudra énormément de chaleur pour effectivement réchauffer le bâtiment du fait de voilà, la masse importante qui va devoir être réchauffée. Donc on peut parler de ces masses de granit dans les maisons anciennes en Bretagne ou autres. Et donc ça va lisser les phénomènes. C'est-à-dire si on a un bâtiment qui s'est bien rafraîchi, enfin qui est bien frais dans un état initial ou qui se rafraîchit bien la nuit, même s'il emmagasine beaucoup de chaleur pendant la journée, cette chaleur elle va avoir un impact très faible sur l'augmentation de la température pendant la journée du fait de cette inertie. Voilà, donc c'est cette capacité à lisser finalement le phénomène de l'entrée de l'entrée de chaleur ou de froid en hiver. Elle est importante, mais pour moi, il n'y a rien de complètement antinomique avec l'isolation. On peut tout à fait combiner les deux. Aujourd'hui, dans des constructions, enfin, le respect des normes récentes n'oriente pas nécessairement vers des matériaux à faible inertie. Alors, il est vrai que quand on est sur de la construction de bois, a priori, on a quand même moins d'inertie que quand on était sur du béton ou sur de la pierre. Aujourd'hui, typiquement la pierre naturelle, c'est un exemple de la pierre naturelle locale. Alors bien sûr, on ne pourra pas construire que en pierre naturelle locale, mais elle peut être plutôt vertueuse sur les deux plans. Euh,
On a des industriels qui travaillent sur des bétons bas carbone. Il faut bien sûr être très vigilant pour vérifier que c'est effectivement bas carbone, mais on y travaille et on peut avoir à la fois de l'inertie et voilà. On a aussi des produits isolants qui ont une meilleure inertie que d'autres, parce qu'ils sont justement plus pondéreux, ils ont plus de poids. Donc je dirais, voilà, il y a rien là, d'inéluctable de ce point de vue-là ou de complètement contradictoire. On peut tout à fait combiner les deux, et de toute façon, voilà, on peut pas privilégier non plus que l'inertie. L'isolation est également importante. Oui, et puis je le redis pour nos auditrices, nos auditeurs, il ne s'agit pas d'opposer les efforts, et je les ai chiffrés, hein, j'ai rappelé les chiffres de baisse des émissions de gaz à effet de serre générés par le bâtiment, sa construction, son usage. Il ne s'agit pas d'opposer cet effort-là, qui est indispensable pour limiter le réchauffement climatique, à des efforts pour l'atténuation, qui elle aussi devient nécessaire, y compris pour des questions de santé publique. Je pense on l'a tous compris. Je veux terminer cet épisode par un autre problème qui est lié aux événements climatiques, mais pas à la chaleur directement, mais c'est une des conséquences des vagues de chaleur et de la chaleur qui se rehausse. Je veux parler d'un risque important, assez peu visible dans l'actualité. On parle beaucoup de canicule, mais je voudrais qu'on s'arrête sur le problème du retrait-gonflement des argiles. C'est un fort aléa qui est lié à l'alternance des périodes de sécheresse et de fortes pluies. Il représente 70% du coût des indemnisations catastrophes naturelles liées au bâtiment sur les 5 dernières années, selon le ministère de la Transition écologique. Alors l'État a publié sa nouvelle carte d'exposition des logements au risque, c'est tout récent, ça date du 1er juillet 2026. 12,1 millions de maisons individuelles sont désormais en zone d'exposition moyenne ou forte. C'est 61,5% des maisons individuelles qui sont exposées à ce risque. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? D'où vient ce risque précisément? Et surtout, est-ce qu'il y a une politique de prévention est possible? Là, je pense à tous nos auditeurs en maison individuelle et donc possiblement dans une zone d'exposition moyenne ou forte au risque de retrait-gonflement des argiles. Alors oui, ce risque-là, il est très important dans le contexte de changement climatique. Il touche principalement les maisons individuelles qui ont des fondations plus superficielles que les immeubles collectifs. Il y a ce phénomène de retrait-gonflement des argiles. Donc ça veut dire que c'est quand on a des sols argileux qui ont cette caractéristique de gonfler quand ils sont chargés d'humidité et de se rétracter à l'inverse quand ils sont secs. Et en fait, ça, c'est un phénomène naturel qui a toujours existé. Donc, on a ce mouvement naturel des sols intersaisonniers. En fait, les sols vont se rétracter en été et gonfler quand il y a beaucoup de pluie. Phénomène qui a toujours existé, mais qui est aggravé justement par l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des sécheresses et réciproquement des périodes de fortes précipitations. Donc on augmente la variabilité, donc on augmente le phénomène, et des bâtiments qui jusqu'ici avaient très bien tenu, on voit apparaître des fissures. Et des fissures qui peuvent parfois être très importantes et voilà, nécessiter des travaux très lourds pour permettre de continuer d'habiter dans le logement. Donc voilà, en gros, une moitié des maisons individuelles exposées en termes de situation géographique, donc sur des sols qui sont soumis à ce phénomène-là, une sinistralité très très forte ces dernières années, liée aux sécheresses importantes qu'on a pu avoir, euh, qui pose la question en effet de voilà, sinistralité, ça veut dire que on attend que la crise survienne, on a un sinistre et il faut ensuite y remédier, donc réparer par des solutions qui sont très coûteuses. On peut parler de plus de 100 000 euros par logement, même si des fois ça peut être moins coûteux, pour venir réparer les fissures, consolider les fondations, voilà, reconsolider la structure pour qu'elle puisse résister dans l'avenir au phénomène. La question que tu poses, elle est essentielle pour nous et on considère que c'est vraiment un peu notre rôle au CSTB, c'est la question de la prévention. Est-ce qu'on peut anticiper? Est-ce qu'on a des solutions pour prévenir ce risque-là? Alors oui, il y a des solutions. Il y a déjà des guides qui existent, notamment l'année dernière, on a réactualisé avec le CEREMA et donc le CSTB un guide sur les solutions de remédiation et de prévention face à ce risque. Alors il y en a plusieurs, mais notamment on a le fait effectivement alors bien sûr dans la conception des bâtiments neufs, intégrer complètement le phénomène pour dimensionner les fondations en conséquence, et dans la gestion du bâtiment existant, ça va être plutôt gérer justement l'humidité aux abords des bâtiments, éviter
la stagnation, la présence excessive d'eau dans les périodes de forte pluie, donc quand on est sur un versant, que l'eau vienne s'accumuler proche du bâtiment. Ça peut être étanchéifier les abords immédiats du bâtiment pour éviter que les sols justement prennent trop d'humidité quand il y a de la pluie et donc qu'il y ait trop de variations. Donc en gros, voilà, créer d'étanchéité aux abords du bâtiment. Euh, Éviter certains arbres à proximité des bâtiments qui vont avoir un effet en fait en été de capter beaucoup d'eau, donc d'assécher encore plus les sols sous le bâtiment. Donc voilà, là je renvoie les auditeurs à ce guide CEREMA CSTB sur les solutions face au retrait gonflement des argiles. Et ce à quoi on travaille en ce moment au CSTB en lien avec les pouvoirs publics, bah, c'est de donner des prescriptions un peu plus claires aux maîtres d'ouvrage, mais aussi aux assureurs de même pouvoir public sur quand est-ce qu'il faut vraiment agir et avec quelles solutions. Donc avoir un peu des règles de décision, des arbres de décision sur, oui, sur ces logements-là, parce qu'ils sont exposés, parce qu'ils sont vulnérables, il faut envisager des solutions de prévention. Et c'est vrai que c'est important d'avoir de l'aide à la décision parce que c'est des solutions qui peuvent être parfois coûteuses, si on parle d'intervenir sur la structure du bâtiment. Et donc, il faut savoir dans quel cas ça vaut vraiment le coup et dans quel cas le risque est trop faible et dans ce cas-là, on ne fait rien. Oui, c'est la question que j'allais te poser. Je mesure la portée du chiffre qu'on a donné, 50%. Alors, depuis le 1er juillet, 61,5% des maisons individuelles exposées à ce risque. Alors, moyen ou fort. Mais lorsqu'on est propriétaire, comment sait-on qu'on est exposé à ce risque? Est-ce que c'est établi, est-ce que les personnes le savent? Alors oui, tout à fait. En tout cas, au moment de l'acquisition, on a ces données-là. En effet, quand on va chez le notaire, ça fait partie du dossier sur les risques, l'exposition aux risques naturels. Et je pense que aujourd'hui, les particuliers peuvent s'orienter vers le portail Géorisque, qui recense un petit peu ces risques-là en fonction de la localisation de son logement. Et on a accès à ces données-là et aux cartographies, y compris actualisées, donc d'exposition au RGA. Donc à mon avis, le meilleur point d'entrée, c'est Géorisque. Je mets ces ressources dans la description. Allez sur Géorisque et puis consultez le guide des solutions que tu as rédigé avec ton équipe. Nicolas Naville, directeur du domaine d'action stratégique, rénovation, fiabilisation de l'acte de construire, était dans Soluble. Merci pour ces éclairages très clairs. Je crois qu'on y voit vraiment plus clair sur à la fois le défi mais aussi les équilibres qu'il faut tenir pour avancer dans cette trajectoire de réchauffement inéluctable et des conséquences sur nos logements très concrètes. Pour aller plus loin, vous retrouvez tous les travaux du CSTB sur son site internet. Je le mets aussi dans la description. Merci Nicolas d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup Simon. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.